Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérôme Billet, je suis le délégué général de l'association France Innovation. Merci à vous d'être présent parmi nous pour ce webinaire intitulé Invention de salariés qui sera animé par Frédéric du cabinet FGPI. Alors, petit point technique, alors petit point d'introduction, tous mes voeux pour cette nouvelle année, en espérant qu'elle soit un peu moins chaotique que 2020. Petit point technique, par défaut, les micros sont coupés ainsi que la webcam, c'est normal. Vous avez bien entendu la possibilité de poser des questions au cours de l'intervention de Frédéric. Vous avez un petit module questions qui apparaît sur le panneau de contrôle de l'outil. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Les slides vous seront envoyés dans la journée et vous aurez également accès au replay si vous le souhaitez. Alors avant de passer la main à Frédéric, je vais faire quelques mots d'introduction et de rappel de ce qu'est France Innovation, et puis également j'en profite pour annoncer quelques webinaires à venir, puisqu'on organise de nombreux webinaires tout au long de l'année. Alors France Innovation, c'est une association, loi 1901, un but non lucratif, qui a été créée fin 2017 à l'initiative d'une association qui s'appelle l'Association des sociétés de recherche contrat. On retrouve au sein de France Innovation trois types d'entreprises, sachant qu'on a un positionnement qui est national, multifilière et multi-techno. Donc, on fédère des entreprises innovantes, que ce soit des entreprises qui réalisent des travaux de recherche et développement technologique pour le compte de tiers, que ce soit pour des startups, des PME, des ETI, des grands groupes, voire des organismes publics de recherche sur des maturations technologiques, mais également des entreprises qui proposent des produits, procédés ou services innovants. C'est pas indiqué sur la planche, mais qui sont orientés B2B et industrie. Et on va retrouver également des entreprises du monde du conseil, de l'accompagnement à l'innovation, que ce soit sur les problématiques de financement, financement privé, financement public, de stratégie ou encore de propriété intellectuelle, ce qui est le cas de Frédéric, à qui je vais laisser la parole très rapidement. Nos services, agir collectivement, soutenir le business développement de nos membres. On fait à peu près 600 mises en relation par an entre des donneurs d'ordre et nos membres, la volonté d'accompagner tout ce qui est question d'anticipation et d'information, et bien entendu de valoriser le savoir-faire de nos membres. Typiquement, on a un magazine qui s'appelle 360 degrés R&D, qui est un magazine trimestriel, qui est là pour raconter aussi les belles histoires et les belles collaborations entre un membre et un de ses clients. Alors, nos membres, avant j'avais habituellement plein de logos qui apparaissaient, on a plus de 130 membres, donc ça devient assez illisible. La meilleure solution, c'est d'aller sur l'annuaire des compétences du site de France Innovation. C'est la rubrique Trouver une expertise. Vous pourrez consulter les fiches profil de nos membres. Pour nous rejoindre, si vous souhaitez vous-même adhérer, vous êtes les bienvenus, bien entendu. C'est la rubrique Adhérer. Vous avez les coordonnées, l'adresse mail générique et vous avez mon numéro de téléphone, puisque je suis le point de contact sur la partie des adhésions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Quelques dates à retenir. Les inventions de salariés, on y est, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. 20 janvier toujours, mais ça sera à 16 h, un webinaire animé par un de nos membres qui s'appelle Valotech, mis sur le marché d'un dispositif électromédical. 21 janvier, c'est demain, un webinaire animé par B-Conseil sur le statut de JEI, c'est-à-dire Jeune Entreprise Innovante. 26 janvier, gestion d'une flotte de drones avec la technologie blockchain, animé par Audentiel, qui est également un membre. Alors, toutes les sociétés qui sont listées là sont des membres et ceux qui animent les webinaires. Qualification des équipements embarqués, comment réussir la transformation de vos usines par les facteurs humains, Human Design Group, qualification des équipements embarqués et ses multi-actions aggravés, Avenir Engineering, l'analyse de surface, le bon outil, animé par Tescan Analytics le 2 février, 3 février, Yocto Project, la solution pour vos devices embarqués basés sur Linux, CIO, système embarqué. 17 février, l'excellence opérationnelle au service des startups PME ETI animé par Solexter. 23 février, Devom Solutions nous parlera de pourquoi votre entreprise doit-elle s'intéresser à l'intelligence artificielle. Daring Avocat et Colini Partners, également deux membres, animeront un webinaire intitulé Entreprises innovantes et levée de fonds. Ce sera le 9 mars. 9 mars, mais pour le coup après-midi, innover dans les procédés d'extraction des substances naturelles par Extractis. Et le 10 mars, Use Design nous parlera de comment améliorer le quotidien digital des professionnels grâce à une approche centrée utilisateur. Je vous ferai parvenir les slides, mais sachez que sur les slides, donc, il y a des liens directs vers les liens d'inscription, mais vous avez également la rubrique webinaire où vous retrouvez toutes ces sessions et vous pouvez librement vous inscrire. Et un petit mot, nous organisons des rendez-vous d'affaires pour les entreprises, rendez-vous d'affaires qui sont totalement dématérialisés. On a été les premiers à faire ça, on a fait ça en 2019. On ne parlait pas forcément de Covid à l'époque.
Donc, 4 moments forts France Innovation Meetings dans l'année 2021. 24 juin, énergie environnement. 1er juillet, automobile au sens élargi à mobilité. 16 septembre, aéronautique. Et 9 décembre, medtech. Voilà, nos coordonnées génériques, le site internet, l'adresse email, notre compte LinkedIn, également Twitter. Voilà, merci à vous en tout cas pour votre participation en grand nombre pour ce webinaire, on en est ravis. Et de suite, je laisse la main à Frédéric, puisque vous êtes surtout là pour l'invention des salariés. Et donc Frédéric, FGPI, va vous présenter tout cela. Merci à vous. Et puis, je vous retrouve pour la partie questions-réponses en fin de présentation de Frédéric. Bonjour à tous. Alors voilà, Jérôme m'a donné la main. Bonjour à tous, je suis donc Frédéric Gaillard, conseiller en propriété industrielle. Je travaille au sein du cabinet FGPI et mon activité consiste principalement à protéger les innovations de mes clients par des dépôts de demandes de brevets, de marques, de dessins et modèles en France et à l'étranger. Je remercie donc à France Innovation et à Jérôme Billet de me donner l'opportunité aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui est récurrent dans la vie économique des entreprises, qui est le sujet des inventions qui sont faites par des salariés. Alors, j'essaie juste de faire défiler la diapositive. Voilà. Excusez-moi, il y avait un petit temps d'adaptation. Donc, alors, j'arrive pas à faire disparaître le menu déroulant, mais ça n'est pas grave. Voilà. Alors, je vous présente donc le programme de cette intervention. Nous allons d'abord parler de la loi sur les inventions de salariés qui figure dans le Code de la propriété intellectuelle. Rappelez donc quel est le cadre légal de cette question. On verra ensuite des aspects généraux qui découlent de cette loi et on regardera ensuite de plus près deux cas de figure qui sont prévus par cette loi, à savoir d'une part les inventions de mission et d'autre part les inventions dites hors mission. Il s'agit de deux régimes différents et on va essayer de comprendre quelles sont les différences entre ces deux points. On verra ensuite ce qui se passe en cas de désaccord entre un salarié et son employeur sur la question de la propriété d'une invention. Et on terminera par une conclusion. Alors, le dispositif légal, le texte est assez long. Il ne s'agit bien entendu pas de le lire dans sa totalité, mais simplement de voir les points saillants. Donc, en fait, la question de la propriété des inventions faites par des salariés est réglée par le Code de la propriété intellectuelle dans son article L611-7. Cet article comprend plusieurs alinéas, à savoir un premier alinéa qui est ici, que vous voyez, qui parle du cas des inventions dites de mission. Alors, qu'est-ce qu'une invention dite de mission? J'ai mis les principaux termes en rouge. Donc, une invention de mission est une invention qui est réalisée par un salarié qui est investi d'une mission inventive. La mission inventive, ça veut dire que l'employeur confie une mission de recherche et développement, de mise au point technique à un salarié. Donc, il est investi d'une mission. Cette mission est clairement écrite dans son contrat de travail ou dans des avenants ou dans d'autres documents internes. Et au cours de cette mission, le salarié est amené à faire des inventions, c'est-à-dire à trouver des solutions techniques innovantes. Ce que prévoit ce premier article pour ces inventions de mission, c'est qu'elles appartiennent à l'employeur.
Donc là, il n'y a pas de débat, c'est le salarié qui fait l'invention, mais comme il a cette mission inventive, automatiquement, l'invention appartient à l'employeur et le cas échéant, le dépôt de brevet, s'il a lieu, est effectué au nom de l'employeur. Toutefois, ce que prévoit cet article sur les inventions de mission, c'est que en contrepartie de cette préemption finalement de l'invention par l'employeur, le salarié a droit à une rémunération supplémentaire. Donc c'est la terminologie qu'il faut retenir. Pour les inventions de mission, on parle de rémunération supplémentaire. Ce qui est prévu également dans ce premier article, c'est que s'il y a litige sur la rémunération supplémentaire notamment, une commission spécialisée sur laquelle on reviendra par la suite peut être amenée à statuer. Donc ça, c'est le premier article du Code de la propriété intellectuelle qui gère la question des inventions effectuées dans le cadre d'une mission inventive confiée à un salarié. Ce que prévoit le deuxième article le deuxième alinéa de cet article L611-7, c'est que toutes les autres inventions, c'est-à-dire celles qui ne sont pas effectuées dans le cadre d'une mission inventive, toutes les autres inventions appartiennent aux salariés. Ceci étant, vous voyez que l'article se poursuit par un toutefois, et ce toutefois prévoit le cas des inventions qui ne sont pas réalisées dans le cadre d'une mission inventive, mais soit dans le cours de l'exécution des fonctions par le salarié, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit avec la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise. Dans ce cas-là, si cette invention est réalisée avec ces moyens de l'entreprise ou pendant le temps de travail du salarié, l'employeur peut exercer un droit d'attribution de la propriété de l'invention. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en pratique, si vous avez par exemple un commercial qui n'est pas investi d'une mission de recherche et développement, mais qui est astucieux, c'est pas interdit, et qui trouve une solution technique innovante pour résoudre le problème d'un client, bien qu'il ne soit pas investi d'une mission inventive, il a trouvé cette solution technique pendant l'exercice de ses fonctions, ça répond à un besoin d'un client de l'entreprise, il peut avoir éventuellement trouvé cette solution technique en utilisant certains moyens de l'entreprise, en discutant avec des collègues ou autres. Eh bien, dans ce cas particulier, l'employeur peut exercer son droit d'attribution sur l'invention. C'est-à-dire qu'il peut dire, certes, vous n'êtes pas investi d'une mission inventive et c'est tout à fait exceptionnel, effectivement, que vous ayez, par rapport à vos fonctions habituelles, que vous ayez pensé à cette solution technique, mais comme c'est réalisé dans le cadre de votre activité pendant vos heures de travail ou avec les moyens d'entreprise, j'ai le droit de me faire attribuer cette invention. Et dans ce cas-là, on ne parle plus de rémunération supplémentaire, la loi parle de juste prix, c'est-à-dire qu'en contrepartie de cette récupération de l'invention par l'employeur doit verser aux salariés ce que la loi appelle un juste prix. Donc en fait, pour résumer, quand on a une invention de mission, l'attribution à l'employeur est automatique et le salarié a droit à une rémunération supplémentaire, donc alinéa 1 qu'on vient de voir. Et quand l'attribution d'une invention se fait dans le cadre d'une invention hors mission, le salarié a droit à un juste prix. Et là encore, on voit que cette fameuse commission de conciliation est mentionnée dans cet alinéa 2, c'est-à-dire que c'est elle qui statuera sur les litiges relatifs aux inventions de salariés, donc à la fois sur les questions de prix et sur les questions de classement de l'invention, c'est-à-dire est-ce que c'est une invention de mission, alinéa 1, ou une invention hors mission, alinéa 2, de l'article L611-7 de la loi sur les inventions de salariés. Alors, l'article L611-7, toujours ce même article qui comporte un certain nombre d'alinéas, comporte également un alinéa 3 qui est relatif au devoir d'information du salarié vis-à-vis de son employeur. Donc cet article précise que le salarié qui réalise une invention doit systématiquement en informer son employeur. Que cette invention soit une invention de mission ou une invention hors mission, alinéa 1 ou alinéa 2.
Donc, autrement dit, ce n'est pas au salarié de réfléchir s'il est dans le cadre d'une invention de mission ou hors mission. Il doit, quelle que soit l'invention réalisée, en informer son employeur. Et ça va très loin, c'est-à-dire qu'à la rigueur, l'inventeur, le salarié qui le week-end réalise une invention dans son garage, est censé en informer son employeur. Et c'est pas à lui de se poser la question de savoir si ça va l'intéresser ou pas, son employeur, si c'est dans le domaine d'activité ou pas de l'employeur. Donc, le salarié d'une entreprise, comme le dispose la loi, doit informer systématiquement son employeur d'une invention réalisée par ses soins. Alors, on peut trouver ça peut-être un peu abusif, parce qu'effectivement, il y a des choses qui ne concernent pas l'employeur, parmi les inventions réalisées par l'inventeur. Mais l'idée de la loi, si vous voulez, c'est d'éviter des situations litigieuses, un petit peu limites, où ça pourrait intéresser l'entreprise, et puis le salarié a pris l'initiative de déposer, par exemple, un brevet directement en son nom. Donc, l'attitude législative ici consiste à dire on ne se pose pas de questions, on déclare tout à l'employeur et ensuite le tri est fait par l'employeur en concertation avec l'inventeur. Donc le devoir d'information concernant les inventions réalisées par un salarié est permanent et total. Donc, à ce stade, si vous voulez, on peut résumer la situation par la petite arborescence suivante. Donc, vous voyez, on est dans le cas d'un salarié qui réalise une invention. Comme on vient de le voir, cet inventeur salarié peut être investi d'une mission inventive par son contrat de travail, par la nature de son poste, ou au contraire, ne pas être investi d'une mission inventive, par exemple les services supports, les services commerciaux, services administratifs, services financiers et autres. Dans le cas où le salarié est investi d'une mission inventive, l'invention appartient automatiquement à l'employeur et en contrepartie de cette propriété qui est donc captée par l'employeur, le salarié a droit à une rémunération supplémentaire. Alors, on va regarder de manière plus détaillée, bien entendu, de quoi il s'agit quand on parle de rémunération supplémentaire. Si on est donc dans la deuxième branche de l'arborescence, donc le salarié n'est pas investi d'une mission inventive. S'il utilise les moyens de l'entreprise pour réaliser son invention ou le temps de travail dans l'entreprise pour réaliser son invention, l'employeur a le droit d'exercer un droit d'attribution sur l'invention, moyennant versement d'un juste prix en contrepartie à l'inventeur. Si l'employeur n'exerce pas de droit d'attribution, à ce moment-là, l'invention demeure la pleine propriété du salarié. Il peut déposer un brevet à son nom, l'exploiter comme il le souhaite. Bref, il est libre de ses mouvements. Et le dernier cas, c'est le cas où l'inventeur réalise une invention totalement déconnectée des activités de l'entreprise, sans utiliser les moyens de l'entreprise, pas pendant le temps de travail dans l'entreprise, par exemple dans son garage le week-end. À ce moment-là, l'invention appartient au salarié et l'entreprise n'a pas de droit d'attribution sur cette invention. Mais dans tous les cas, l'inventeur salarié qui a inventé à cet endroit doit déposer une déclaration d'invention et la porter à la connaissance de son employeur. Alors, on va maintenant regarder, donc ça, si vous voulez, c'était le cadre légal qui prévoit donc ces deux grandes catégories d'inventions réalisées par des salariés, donc les inventions de mission et les inventions hors mission. On va maintenant regarder de manière plus détaillée un certain nombre de points de termes qui sont utilisés par cette loi. Alors déjà, la loi parle d'invention. Donc on peut se demander ce qu'est une invention. On en a tous une idée intuitive. Au sens du Code de la propriété intellectuelle, une invention est une solution technique à un problème technique qui est brevetable.
Donc, brevetable, ça veut dire qu'il satisfait à des critères de brevetabilité et dans le code de la propriété intellectuelle, sont considérées comme brevetables les solutions techniques qui sont nouvelles et inventives. Donc, en fait, on parle ici d'innovations techniques qui répondent aux critères de brevetabilité, c'est-à-dire qui sont différentes des solutions qui existaient jusqu'au jour où l'invention est arrivée. Alors, ce qui est important de noter, c'est que brevetable, ça ne veut pas dire nécessairement breveté. C'est-à-dire que les conditions de brevetabilité doivent être remplies, mais l'invention dont il est question, réalisée par l'inventeur, n'a pas forcément donné lieu encore à un dépôt de demande de brevet. Donc, l'inventeur doit déclarer son invention indépendamment de la question de savoir si une demande de brevet a été, va ou ne va pas être déposée. Donc, on se place dans ce périmètre. Les inventions dont il est question sont des solutions innovantes répondant aux critères de brevetabilité du Code de la propriété intellectuelle. Alors, zoom également sur un deuxième aspect de cette loi. Donc, on parle bien de salariés. Hein. L'article L611-7 concerne les inventions réalisées par les salariés. On est bien dans ce cadre. Donc, il y a pas mal de jurisprudence sur des inventions qui ont été réalisées par des personnes employées par une société ou un organisme de recherche, mais dont le statut de salarié était controversé. Alors, de manière générale, un salarié donc se caractérise par le fait qu'il est lié à son employeur par une relation de subordination concrétisée par un contrat de travail. Donc ça, si vous voulez, c'est le cas général simple où il y a un contrat de travail qui lie effectivement le salarié à son employeur, un contrat de travail en bonne et due forme, classique. Ce contrat de travail pouvant comprendre justement des paragraphes, des articles relatifs à une mission inventive éventuelle confiée au salarié, par exemple si ce salarié travaille dans un laboratoire de recherche ou dans un centre de recherche et développement. Il y a des cas où la situation est moins claire et où il s'est agi de savoir si on était en présence d'un salariat ou non, et donc si l'article L611-7 était applicable. Et c'est une question critique parce que on a vu que quand l'article L611-7 est appliqué et que l'invention est réalisée dans le cadre d'une mission confiée aux salariés, la dévolution du brevet, enfin de l'invention à l'employeur, est automatique. Donc pour l'employeur, c'est absolument essentiel. Alors, c'est poser la question de savoir s'il y a un mandataire social, je dirais le dirigeant d'une société, est salarié ou non. Alors, il y a eu une jurisprudence abondante là-dessus, où les dirigeants de société effectuent des innovations, souvent dans les PME, ils trouvent une solution technique innovante et ils déposent à leur nom. Alors, selon les cas et selon la nature de la relation entre le mandataire social et sa société, notamment s'il a un statut de travailleur non salarié ou de salarié, ça dépend de la structure juridique de la société, eh bien, la situation n'est pas la même et on n'a pas systématiquement l'obligation de rétrocéder à sa société une invention qu'on aurait protégée par un dépôt en son nom propre lorsqu'on est mandataire social. Donc c'est juste pour attirer l'attention sur le fait que la situation est à examiner de près. Une autre question qui se pose régulièrement, c'est la question du personnel détaché ou des intérimaires. C'est-à-dire que une société fait appel à des chercheurs ou à des techniciens, des ingénieurs qui viennent de l'extérieur parce qu'elle a un pic d'activité à un moment donné. Donc elle peut faire appel à des sociétés d'intérim ou à du personnel qui est loué par un prestataire. Et donc, dans le cadre de leur fonction, ces personnes détachées peuvent être amenées à
à faire des inventions, donc à trouver des solutions techniques à des problèmes techniques qui répondent aux critères de brevetabilité. Et la question à ce moment-là, c'est est-ce que je peux appliquer automatiquement mon article L611.7, dire qu'il s'agit d'inventeurs salariés, et donc automatiquement toutes ces inventions appartiennent à la société qui loue les prestations de ces personnes détachées. Eh bien là, la jurisprudence est plutôt en défaveur de l'employeur, sachant que l'employeur réel de ce personnel détaché n'est pas la société qui loue les services, mais la société pour laquelle ces personnes détachées sont salariées. Donc, par exemple, dans le cas d'une agence d'intérim, l'intérimaire est salarié de l'agence d'intérim et non pas de la société dans laquelle il va effectuer ses prestations. Donc, dans le silence de tout contrat, les inventions réalisées par ces personnes détachées appartiennent aux organismes qui les détachent et non pas à la société qui loue les prestations. Donc ça peut donner lieu à des situations litigieuses parce que vous comprenez que lorsque vous embauchez une personne détachée et qu'elle réalise une invention dans le cadre d'un programme de recherche et développement de votre entreprise, vous pouvez vous attendre intuitivement et légitimement à ce que les innovations réalisées dans le cadre de cette intervention appartiennent à votre entreprise. Eh bien, ce n'est pas automatique dans le silence du contrat, ce n'est pas le cas, et il faut donc régler cette question par des clauses contractuelles bien spécifiques. Une autre question qui peut se poser est la question du stagiaire avec une convention de stage ou éventuellement du stagiaire non rémunéré, comme c'était le cas dans cette affaire fameuse Puech contre CNRS, qui a été tranchée après 10 ans de procédure par le Conseil d'État en 2010. Donc là, en fait, la situation était que le CNRS faisait travailler un stagiaire non rémunéré dans le domaine, je crois, de l'ophtalmologie. Ce stagiaire a réalisé une invention et a déposé une demande de brevet à son nom, et il y a eu ensuite tout un litige entre ce stagiaire et le CNRS, parce que le CNRS souhaitait récupérer la propriété du brevet en question, qui était un brevet important pour les travaux du CNRS, et l'affaire a été tranchée donc au bout de 10 ans de procédure en faveur du stagiaire, Monsieur Puech, au motif que ce Monsieur Puech n'était pas salarié du CNRS. Donc là également, vous voyez, faire très attention, ce n'est pas parce que quelqu'un travaille dans vos locaux que juridiquement, les inventions qu'il réalise appartiennent à votre organisme. On a également les questions récurrentes de thésards ou d'étudiants non salariés qui travaillent dans une société. Là également, si on n'est pas dans un contrat de travail de type salariat classique, il faut regarder de très près parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises sur la question de la propriété de l'invention. Alors, autre zoom sur l'article donc concernant les inventions de salariés, zoom sur l'obligation d'informer l'employeur. Alors, donc, comme on l'a dit, quelle que soit la nature de l'invention, le salarié doit prévenir son employeur de l'invention qu'il a conçue. Et le plus tôt possible, c'est-à-dire, bien entendu, avant d'avoir déposé une demande de brevet. Alors, pour ça, il existe un formulaire de déclaration d'invention disponible à l'INPI. Vous le verrez sur la diapositive suivante. Donc, ce formulaire oblige notamment l'inventeur à préciser si, selon lui, il s'agit d'une invention de mission ou hors mission. Donc, l'inventeur émet une proposition de classement et soumet cette déclaration à son employeur, qui dispose d'un délai de 2 mois pour donner son avis, c'est-à-dire pour dire s'il est d'accord ou non sur le classement invention de mission ou invention hors mission éventuellement attribuable. Et il dispose d'un délai de 4 mois à compter de la réception de cette déclaration d'invention, donc l'employeur,
pour, le cas échéant, se faire attribuer l'invention dans l'hypothèse où donc il considère que c'est une invention hors mission et que cette invention hors mission a été réalisée avec les moyens ou avec le temps de l'entreprise. Donc vous voyez, il y a une procédure qui est parfaitement balisée et qui doit être respectée par le salarié, donc obligation de déclaration, et par l'employeur, donc respect de certains délais pour émettre son opinion sur la nature du classement et sur son potentiel droit d'attribution. Le formulaire de déclaration d'invention fait 2 pages. Là, j'ai représenté juste la première page. Vous ne pouvez sans doute pas lire les différentes rubriques, mais l'inventeur enseigne ses coordonnées, précise en cochant des cases de quelle nature d'invention il s'agit, si d'après lui c'est une invention de mission ou hors mission, etc. Et ce formulaire donc sert de base de discussion et d'échange avec l'employeur. Alors, maintenant, on va regarder de manière plus détaillée les 2 grandes catégories d'invention, à savoir l'invention de mission, d'une part, et l'invention hors mission, d'autre part. Alors, l'invention de mission. Donc, souvenez-vous, il s'agit d'une mission inventive qui a été confiée à un salarié par son employeur. Alors, comment savoir si on est bien dans le cadre d'une invention de mission? En fait, ça résulte du contexte de l'embauche du salarié et de ses activités effectives. Le mieux, évidemment, enfin le plus clair en tout cas, c'est quand le contrat de travail précise que la mission du salarié, c'est de travailler dans tel domaine, sur tel sujet, et d'effectuer des travaux d'amélioration qui pourront donner lieu à des inventions brevetables et, le cas échéant, à des dépôts de demande de brevet. Donc, quand tout est clair, la nature de la mission du salarié est indiscutable. Alors, si ce n'est pas dans le contrat de travail, ça peut être également dans d'autres documents, notamment dans des notes d'organisation interne qui précisent le rôle de chaque membre d'une équipe. Donc, c'est vraiment une question de fait. On regarde si, d'après le contexte, contrat de travail ou autre document, le salarié est explicitement investi d'une mission inventive. À noter que cette mission peut être permanente, c'est-à-dire qu'elle est, effective pendant toute la durée de la fonction du salarié, pendant toute la période où il travaille dans l'entreprise, ou elle peut être temporaire, c'est-à-dire que ça peut être associé à un programme particulier, du genre pendant 3 mois, vous allez travailler sur tel sujet et vous serez sans doute amené à faire des améliorations brevetables. Et donc, dans cette durée, vous êtes investi d'une mission inventive et toutes les inventions que vous réaliserez seront la propriété automatique de l'entreprise. Alors, les inventions de mission se trouvent typiquement parmi la population des ingénieurs et techniciens de bureaux d'études, des chercheurs en laboratoire, des personnes qui travaillent dans les centres d'essai et également au sein des directeurs et chefs de service de R&D. Donc vous voyez, on est là vraiment dans le cœur de la technologie, dans le domaine technologique où effectivement il peut y avoir de manière récurrente des solutions innovantes qui peuvent mériter protection par des dépôts de brevets, puisque c'est le rôle de ces ingénieurs effectivement d'innover en permanence. Alors, toujours dans le cadre des inventions de mission, donc on vient de voir ce qu'on entend par mission inventive. Le deuxième aspect important donc des inventions de mission, c'est la manière dont sont rémunérés les inventeurs. On a vu qu'il s'agissait de verser à l'inventeur investi d'une mission inventive une rémunération supplémentaire. Alors, cette rémunération supplémentaire, elle revêt un caractère obligatoire depuis 1990. La loi dit l'inventeur de mission
bénéficient d'une rémunération supplémentaire, alors qu'avant, c'était peu bénéficié. Donc, depuis 1990, on parle d'une obligation de la part de l'employeur. Alors, évidemment, la question est de savoir quel est le montant de cette rémunération supplémentaire. Et alors là, on ouvre la boîte de Pandore parce que c'est bien entendu ici que se trouvent les questions sensibles et tout le contentieux relatif aux inventions de salariés. Pourquoi? Parce que, à la différence de certains pays comme l'Allemagne ou le Japon, il n'y a pas de règles précises qui sont fixées par la loi. Ce que dit l'article de la loi, l'article 1, sur lequel je ne reviendrai pas, c'est que cette rémunération, elle est fixée par les conventions collectives ou par un accord d'entreprise ou par le contrat de travail. En pratique, les contrats de travail qui donnent un calcul précis de la rémunération supplémentaire d'une invention de mission sont rarissimes. Les accords d'entreprise qui en parlent sont assez peu nombreux et les conventions collectives qui définissent la rémunération supplémentaire sont pratiquement inexistantes. Il n'y a pas de disposition précise de calcul de la rémunération supplémentaire. Alors, à titre d'exemple, exemple de convention collective plutôt défavorable, la convention collective des industries métallurgiques, qui dans son article 26 traite de la question de la rémunération des inventions de mission. Donc cet article prévoit une rémunération supplémentaire pouvant prendre la forme d'une prime globale. Alors vous voyez, une prime globale, donc l'idée d'une prime forfaitaire, et c'est pouvant prendre, donc ça ne présente pas de caractère, je dirais, obligatoire, et il n'y a aucune indication sur la manière de calculer cette prime. Donc ce texte, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, malgré l'évolution de la loi, laisse bien entendu énormément de marge à la fois à l'inventeur et à l'employeur pour trouver un terrain d'entente qui souvent, en pratique, est un terrain de mésentente. Alors, autre exemple de convention collective plutôt favorable, la convention collective des industries chimiques, qui, en son article 26, c'est également un article 26, prévoit que le salarié dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention. Alors pourquoi je dis que c'est plutôt favorable? C'est parce que ici on a l'impression qu'on ne parle plus d'un forfait, mais on parle d'une rémunération qui est en rapport avec la valeur de l'invention. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on lit cet article, que pour les inventions importantes pour l'entreprise, la rémunération va être importante et que pour les inventions secondaires, la rémunération sera moins importante. Donc il y a l'idée peut-être d'une proportionnalité qui est introduite par cet article et qui peut laisser penser que la rémunération sera fonction de l'intérêt pour l'entreprise de l'invention qui a été faite. Mais je dis également que cet article 26, bien que plus favorable que celui de la convention collective précédente, n'est pas idéal parce qu'il demeure très vague et il ne donne aucune précision sur la manière de calculer la rémunération supplémentaire. Alors, comme on le comprend, donc, il y a un grand flou sur le mode de calcul de la rémunération supplémentaire. Dans les faits, que se passe-t-il? Alors, typiquement, avant l'année 2000, la rémunération supplémentaire, ça pouvait aller entre 1 et 3 mois de salaire, selon les entreprises. C'est ce qu'on constatait. Donc, c'est pas négligeable, mais c'était à peu près capé dans cette fourchette. Depuis le 21 novembre 2000, les choses ont évolué et il y a eu un arrêt de la Cour de cassation. C'est également une affaire qui a duré longtemps entre un certain Monsieur Reynaud et le groupe Roussel-Duclaf.
Et cet arrêt, donc, où l'invention concernée avait été classée comme invention de mission, donc M. Reynaud avait fait une invention dans le cadre de sa mission inventive qui lui avait été confiée par son employeur. Cette invention a donné lieu à une rémunération supplémentaire de 610 000 euros, c'est-à-dire 4 millions de francs à l'époque. Donc ça a été un coup de tonnerre dans le paysage des inventions de salariés, parce que c'est la première fois en fait qu'on atteignait des montants aussi élevés et qui étaient sans lien avec le salaire en fait de l'intéressé. Et ce qu'a dit la Cour de cassation, qui est très important et qui a orienté ensuite les questions de rémunération d'invention de mission, c'est que rien n'oblige dans la loi à indexer la rémunération supplémentaire sur le salaire. Il n'y a aucun lien légal entre les deux. Et c'est la première chose qui a été dite. Et la deuxième chose qui a été dite, c'est qu'il faut prendre en compte l'intérêt économique et commercial de l'invention. Et là, en l'espèce, c'était une invention majeure dans le domaine de la santé qui a permis au groupe Roussel-Uclaf de développer un chiffre d'affaires très considérable dans le monde entier. Et donc, on a pris en compte ce caractère donc de succès commercial pour évaluer la rémunération supplémentaire de M. Reynaud. Alors, comment elle a été calculée? Bien ça, pour ça, il faut regarder de près les décisions judiciaires qui ont été prises dans cette affaire. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis ce jour, la rémunération supplémentaire n'est plus automatiquement liée au salaire et n'est plus nécessairement symbolique. Ça peut atteindre des montants importants en fonction du succès de l'invention pour l'entreprise. Alors, simplement, une petite digression sur la rémunération supplémentaire dans le domaine de la fonction publique. Alors, c'est différent du domaine privé parce que curieusement, là, on a un article qui précise la manière dont on doit calculer cette rémunération supplémentaire. Donc, pour les agents de l'État qui réalisent une invention de mission, on parle non plus de rémunération supplémentaire, il y a une terminologie propre à la fonction publique, on parle de prime d'intéressement. Pour les agents de l'État, il est prévu donc qu'on regarde le produit hors taxe des revenus perçus grâce à l'invention par l'organisme public où est employé le fonctionnaire et que la prime due est égale à 50% du produit hors taxe de ces revenus avec un système de plafond. Donc en fait, on est ici dans un système qui est balisé et qui est très favorable pour l'agent public qui réalise une invention dans le cadre de ses fonctions. Sachant que cet agent doit faire partie d'une liste annexée qui est très longue. Il y a notamment les chercheurs du CNRS, etc. Cette liste est disponible dans le code de la propriété intellectuelle toujours. Donc, vous voyez, c'est juste pour dire qu'il est possible d'encadrer légalement la rémunération supplémentaire. C'est fait pour les agents de la fonction publique, mais aujourd'hui, et malgré la demande de pas mal d'organisations professionnelles et de salariés, aujourd'hui, il n'y a pas encore dans la loi, donc dans les textes, de méthode de calcul de la rémunération supplémentaire des inventeurs salariés. Une petite étude qui a été faite par l'INPI en 2016 permet d'avoir une idée des rémunérations supplémentaires effectivement versées par les entreprises à leurs salariés et du moment où ces rémunérations sont versées. C'est-à-dire, est-ce que c'est au moment où l'invention est conçue, au moment où la demande de brevet est déposée, au moment où elle est étendue à l'étranger, lorsque le brevet est délivré, c'est encore un autre moment, et puis autre. Donc en fait, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est déjà qu'il y a une disparité dans le moment d'attribution de la rémunération supplémentaire. Là, la loi laisse la liberté à l'entreprise de définir le moment où elle verse cette rémunération à son salarié.
Et ce qu'on voit, c'est que de manière générale, en fait, dans le meilleur des cas, on est situé autour de 2 500 € de prime pour l'inventeur. Donc on est en général même pas dans un mois de salaire. Donc ça veut dire que entre les cas extrêmes comme Renault contre Roussel-Uclaf et la réalité, on est quand même dans des écarts importants. Pour avoir travaillé dans le domaine de l'aéronautique et de l'automobile, j'ai constaté effectivement que les primes versées aux inventeurs se partageaient souvent entre un montant au dépôt de la demande de brevet qui pouvait osciller entre 500 et 1000 €, et ensuite un montant au moment des extensions du brevet à l'étranger, ce qui veut dire que le brevet présente un intérêt pour l'entreprise si une telle extension a lieu, où là, à nouveau, on arrivait entre 1000 et 1500 €, ce qui fait que l'inventeur, finalement, percevait une rémunération supplémentaire pour une invention de l'ordre de maximum 2500 €. Bon, c'est une incitation importante, ce ne sont pas non plus des montants très considérables. Juste une petite précision, les demandes de rémunération supplémentaire se prescrivent par 3 ans, c'est-à-dire que si rien n'a eu lieu et que si aucune rémunération n'a été versée et que l'inventeur n'en a pas fait la demande, si cette demande arrive 3 ans après la réalisation de l'invention ou du dépôt de brevet, à ce moment-là, l'inventeur perd ses droits. C'est également c'est pénalisant pour l'inventeur, mais c'est pour donner une certaine sécurité juridique à l'entreprise et pour éviter qu'elle se retrouve avec des litiges, notamment d'inventeurs qui partent à la retraite et qui, plusieurs années après, réveillent des vieux dossiers sur lesquels ils consacrent beaucoup de temps contre leur ancien employeur pour essayer de réclamer donc des rémunérations qu'ils n'ont pas touchées pendant leur période active dans l'entreprise. Alors, donc ça, c'était, j'ai bientôt terminé et je laisserai la place à des questions, bien sûr. Donc là, c'était la question des inventions de mission qu'on a regardé plus en détail et assez rapidement sur les inventions hors mission, qui est donc la deuxième catégorie. Souvenez-vous, le salarié n'a pas de mission inventive explicite et il réalise quand même une invention qui intéresse l'employeur et l'employeur peut exercer un droit d'attribution sur cette invention. Alors, ce que dispose la loi sur la somme à verser aux salariés, qui dans ce cas s'appelle, je le répète, le juste prix et non plus la rémunération supplémentaire. Le juste prix, eh bien, une décision de la Cour d'appel de Colmar a stipulé que ce juste prix doit être fixé en fonction de l'apport initial des différentes parties et de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention. Donc là, en fait, il est constant que le juste prix, et ça depuis longtemps, est fonction de l'intérêt commercial de l'invention. C'est-à-dire qu'une invention qui a connu beaucoup de succès peut justifier du versement d'un juste prix important, et inversement, une invention qui n'a pas connu de succès commercial peut donner lieu à un juste prix symbolique. Là, comment est déterminé ce juste prix? Eh bien, une fois de plus, c'est assez flou. C'est le principe de la liberté contractuelle qui prévaut, et donc les parties sont libres de déterminer entre elles le prix à verser. Bien entendu, ça donne lieu à beaucoup de discussions et souvent à des désaccords. Ce qu'il faut retenir, c'est que avant 2000, donc avant la fameuse décision sur la rémunération supplémentaire Renault contre Roussel-Uclaf, le juste prix était souvent très supérieur à la rémunération supplémentaire, puisque ce juste prix était en quelque sorte proportionnel au succès commercial de l'invention. Et donc, l'inventeur avait tout intérêt à obtenir un classement de son invention dans la catégorie hors mission, puisqu'il pouvait en espérer un revenu plus important. Depuis 2000, en revanche, et depuis donc que la rémunération supplémentaire a été revue à la hausse, eh bien, il y a plutôt une convergence sur les montants versés à l'inventeur au titre de la rémunération supplémentaire, d'une part, et du juste prix, d'autre part. Alors, on arrive bientôt à la fin. Comme vous l'avez compris,
la question du classement de l'invention et du montant du prix versé à l'inventeur peuvent donner lieu à beaucoup de discussions et, dans bien des cas, à des désaccords. Alors, comment essayer de mettre tout le monde d'accord? Eh bien, la loi a instauré une commission spéciale, qui est la Commission nationale des inventions de salariés, appelée CNIS, qui est une commission paritaire dans laquelle il y a un président magistrat et des assesseurs qui représentent les organisations patronales et salariales. Donc c'est une commission spécifique qui est tout à fait distincte des prud'hommes, qui examine les dossiers qui lui sont soumis. Alors ils peuvent être soumis par les salariés ou par les employeurs en cas de désaccord. Et cette commission est tenue de proposer une solution de conciliation sous 6 mois. Cette solution pouvant porter sur le classement, le montant de la rémunération, etc. Et si cette solution de conciliation ne satisfait pas l'une des parties, cette partie peut ensuite saisir le tribunal en cas de contestation. Mais donc, il faut retenir l'existence de cette commission qui est saisie d'une centaine de dossiers par an et qui est bien distincte des prud'hommes. Il faut savoir que la question de la propriété de l'invention ne relève pas du droit du travail. Voilà. Mais bien du code de la propriété intellectuelle. En conclusion, et j'en terminerai par là, donc on voit que dès lors que l'employeur s'approprie une invention, soit parce qu'il s'agit d'une invention de mission, soit d'une invention hors mission attribuable, il doit, entre guillemets, indemniser l'inventeur. Le montant de cette indemnisation a tendance à augmenter depuis les années 2000. Et ce qui est très important, c'est de bien se rendre compte que cette obligation d'indemnisation de l'inventeur salarié revêt un caractère obligatoire. Il faut donc qu'il y ait des dispositions dans les entreprises qui soient écrites, qui précisent quelle est la politique de rémunération des inventeurs et idéalement qui donnent des règles très claires sur le moment et le montant de cette indemnisation. Donc, toutes les grandes entreprises aujourd'hui ont des politiques maintenant qui sont très au point là-dessus et c'est clair pour tout le monde, ce qui fait que ça limite les risques de litige. Donc, de manière à effectivement augmenter la visibilité juridique sur ces questions d'invention de salariés, il est très important d'avoir une politique qui soit en accord avec la loi et qui soit écrite et à disposition de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc voilà, j'ai balayé le sujet de manière rapide dans le temps qui nous est imparti. Je pense qu'on a abordé les principales questions juridiques et maintenant je vous propose, si vous en avez, effectivement, d'aborder des questions sur le sujet. Je suis à votre écoute. Merci beaucoup Frédéric. Alors, je confirme, il y a des questions. Merci pour la qualité de la présentation. Alors, j'attaque les questions. Alors, certaines questions ont peut-être été traitées finalement un peu plus tard dans la présentation, mais ça sera toujours intéressant de faire une piqûre de rappel. Alors, première question, pouvez-vous confirmer que la notion d'invention est en lien avec la notion de brevet comme actif pays et que cela n'est pas applicable au savoir-faire ou au logiciel? Oui, je vous confirme ici que l'invention dont on parle, c'est l'invention brevetable, hein, je l'ai précisé. Donc, il y a l'idée que ça pourrait faire l'objet d'un brevet. Donc, tout ce qui est non brevetable, alors, le savoir-faire, il y a une partie du savoir-faire qui peut être brevetable. Donc, on ne peut pas balayer d'un revers de main la question du savoir-faire. Le savoir-faire non brevetable, le tour de main, etc., ne relève pas de ce régime d'invention de salarié. Merci. Dans le cas de l'intrapreneuriat, pas entrepreneuriat, le Oui. salarié explore tout seul une invention, il est ensuite repéré et investi pour produire un prototype dans une mission qui le délègue en général officiellement une journée par semaine, par exemple, de son poste. Oui. Sur quelques semaines ou plus, comment la loi s'applique-t-elle? Alors là, pour le coup, c'est L 66-117 qui est évoqué. Oui, tout à fait.
Alors, l'intrapreneuriat, donc dans la plupart des cas, à ma connaissance, le salarié reste salarié de l'entreprise. Donc, en l'absence évidemment de dispositions particulières, c'est la loi qui s'applique, avec donc les obligations qu'on a vues tout à l'heure. Mais dans l'intrapreneuriat, il y a l'idée qu'éventuellement le salarié puisse ensuite voler de ses propres ailes et donc partir avec sa propriété intellectuelle. Donc là, il faut qu'il y ait un accord qui soit prévu entre l'employeur et l'intrapreneur qui règle ce régime. Ce qui se passe dans pas mal de cas, c'est que l'entreprise où travaille l'intrapreneur dépose et garde la propriété des brevets s'ils sont déposés, mais prévoit un accord de licence éventuellement exclusif et éventuellement gratuit avec la société que peut être amené à fonder l'intrapreneur. Merci. Un salarié réalise une invention pendant son temps libre dans un domaine proche de l'employeur. Est-ce qu'on considère que c'est de mission ou hors mission? Alors, il peut y avoir discussion. Si on lit le texte de la loi, on voit que quand c'est dans le domaine des activités de l'entreprise, donc là vous dites proche de l'activité de l'entreprise, on peut dire dans le domaine des activités de l'entreprise ou potentiellement dans le domaine des activités de l'entreprise, on est a priori plutôt dans le cadre d'une invention hors mission, éventuellement attribuable à l'employeur. Merci. Quid des inventions résultant de missions pour des clients? Donc là, c'est plutôt une question, je suppose, posée par une entreprise qui fait des prestations de R&D pour le compte de tiers, donc pour le compte de clients. Par exemple, si je suis inventeur pour un brevet déposé et exploité par un client, invention développée dans le cadre de mon emploi de chercheur, le client doit-il me payer quelque chose? Voilà. Donc, on effectue une prestation chez un client. Dans le cadre de cette prestation, on réalise une innovation brevetable. On se retrouve dans la question finalement de l'achat de prestations de services. Si le client n'a pas prévu explicitement que la prestation achetée implique le transfert de propriété intellectuelle, la propriété intellectuelle, et notamment les brevets, reste la propriété du prestataire. Donc ça, c'est très important, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on paye une prestation d'un prestataire extérieur, les éventuelles inventions et brevets déposés dans le cadre de cette collaboration n'appartiennent pas automatiquement à la société qui paye la prestation. Il faut une clause de transfert de propriété intellectuelle explicite. Donc, autrement dit, il faut distinguer l'achat de la prestation de la question de l'achat de la propriété intellectuelle. Ce sont deux questions distinctes. Merci. Concernant la rémunération supplémentaire, est-elle calculée après coup, c'est-à-dire sur le chiffre d'affaires qui a réellement été réalisé, ou est-ce que c'est sur la base d'un chiffre d'affaires prospectif? Alors, la rémunération supplémentaire, elle peut être calculée. Ça dépend du moment où elle est déterminée. Si on a de la visibilité sur un chiffre d'affaires déjà réalisé, bien entendu, ça rentre dans l'assiette de calcul. Et c'est une discussion. S'il y a une visibilité certaine ou en tout cas probable sur un chiffre d'affaires sur une certaine durée, on peut prendre en compte également l'aspect prospectif. Mais ce sera une discussion beaucoup plus compliquée avec l'employeur puisqu'on parle effectivement d'éléments futurs entachés d'incertitude. Merci. Est-ce que le salarié peut accepter une prime forfaitaire au moment de l'invention, puis demander une compensation supplémentaire une fois que l'exploitation est mise en œuvre? Oui, tout à fait. On a des régimes qui existent en entreprise, alors qui sont pas forcément demandés par le salarié, mais proposés par l'entreprise, avec une partie fixe, du genre un montant fixe au moment du dépôt du brevet, et ensuite une partie variable qui peut être fonction du succès commercial de l'invention. Merci. Quelle rémunération si l'invention ne génère pas de chiffre d'affaires, mais un gain de performance, qui pourrait se traduire probablement en euros? On peut dire que j'ai amélioré le processus de production, par exemple. Comment ça peut se passer dans ces cas-là? C'est la question
de l'évaluation financière d'un gain de performance qui se pose, il faut qu'on puisse traduire ça financièrement d'une manière ou d'une autre, puisque la discussion sera financière. Donc, un gain de performance doit pouvoir conduire à une évaluation financière et en contrepartie à une adaptation de la rémunération supplémentaire. Merci. À qui transmettre le document de INPI, pardon, doit-on le faire par courrier avec accusé de réception? Alors, il n'y a pas de formalisme particulier et le document de l'INPI n'est même pas obligatoire. C'est un guide qui recense les questions principales auxquelles il faut répondre. Donc, on le remet à son employeur et il est évident que des moyens de preuve de remise sont préférables si notamment le contexte peut être un peu tendu dans certains cas. Donc, c'est toujours dans l'intérêt du salarié de montrer qu'il peut prouver qu'il a fait ce qu'il fallait, mais la loi n'oblige pas à utiliser ce formulaire d'une part et à déclarer de manière par recommandé ou autre à son employeur. Donc, c'est totalement libre. Merci. Alors, il y a une nouvelle question qui vient d'arriver. Je ne suis pas sûr qu'on puisse traiter l'intégralité des questions. Alors, dans l'article 26 Convention chimie, la rémunération semble conditionnée au dépôt de brevet. Si pas de brevet, qu'est-ce qui prévaut? Convention ou CPI? Pour l'interrogation. Oui. Alors, ce que dispose la loi, c'est faute de dispositions plus favorables, c'est la loi qui s'applique. D'accord? Donc, quand on trouve quelque chose de moins favorable aux salariés, on l'écarte et on se reporte à ce qui est plus favorable. Donc, ça peut être son contrat de travail éventuellement, un accord d'entreprise, ou si rien n'est favorable, à ce moment-là, on se reporte au plancher, qui est le plancher légal. Donc, c'est la loi. Merci. On va prendre une dernière question et ensuite on clôturera. Alors, si jamais vous avez les coordonnées de Frédéric, peut-être que Frédéric restera à disposition si besoin. Si vous avez Oui, des bien sûr. questions. N'hésitez pas à me contacter hein, si vous avez des cas d'espèces plus précis dont vous souhaitez discuter. Alors, en pratique, conseillerez-vous de préciser le calcul de la rémunération supplémentaire dans le contrat de travail, sachant que pour toute modification, il faudra l'accord du salarié, voire de tous les salariés, sinon que privilégier? Non, moi je privilégie vraiment un accord d'entreprise, en tout cas un document interne à disposition de tous les salariés qui donne une règle commune et qu'on peut modifier pour tout le monde avec bien sûr l'accord des représentants des salariés, qu'on peut modifier à la fois pour tout le monde, bien plus effectivement qu'un accord dans un contrat de travail. Merci Frédéric. Donc c'était la dernière question. Il y a quelques questions qui n'ont pas été forcément traitées, mais Frédéric vient de le dire, il est à votre disposition. Moi, je vais dire un mot de fin et puis je laisserai bien entendu le mot final à Frédéric. Donc, merci à vous pour votre participation qui a été importante, on est ravis. N'hésitez pas à participer aux webinaires de France Innovation qui sont proposés et animés par des membres. N'hésitez pas à devenir membre si vous le souhaitez, vous êtes les bienvenus. En tout cas, merci beaucoup. À très bientôt. Et Frédéric, je te laisse le mot de la fin. Merci, merci Jérôme. Écoutez, vous avez été nombreux à participer à ce webinaire, ce qui prouve que c'est un sujet vivant, en tout cas, que vous vous posez des vraies questions au quotidien. J'ai trouvé vos questions très ciblées et très pertinentes. C'est bien sûr difficile d'y répondre de manière exhaustive pendant un exposé aussi bref. Je serais heureux d'examiner des cas particuliers si vous en avez, donc ayant trait aux inventions de salariés ou plus généralement de questions de propriété intellectuelle. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée. À bientôt. Très bientôt. Merci. Au revoir.